Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse des Vœux du LEM, dans un format qu'on souhaiterait inédit, mais auquel malheureusement nous commençons à nous habituer. J'ai souhaité que nous prenions le temps et que nous donnions le temps cette année de faire un bilan sur, bien sûr, les 12 derniers mois, mais également de nous projeter sur les perspectives de cette année nouvelle. Et j'ai souhaité également modifier le format de cette conférence de presse traditionnelle pour qu'il soit moins univoque et me faire accompagner d'experts, de sujets importants, d'expertes même en l'occurrence, qui répondront à vos questions tout à l'heure et aborderont trois sujets que sont les questions d'approvisionnement, les questions bien sûr des vaccins et les questions de l'accès précoce. Alors, l'actualité est ainsi faite que ce que nous voyons dans le rétroviseur, c'est-à-dire en rétrospective, et dans le pare-brise, en prospective, semble au premier abord très identique pour cette année. Passé, présent, futur, tout nous ramène à un sujet prioritaire, la pandémie de Covid-19. Depuis maintenant 1 an, ce virus dicte le rythme de nos vies personnelles d'abord et professionnelles, et le rythme de d'autres pays et du monde entier même. En réalité, l'année passée, pourtant, ne doit pas être observée uniquement sous l'angle de la crise de la Covid, mais également au travers d'un agenda qui a été particulièrement dense et qui a mobilisé le LEM d'une part, mais également l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur. En effet, nous avons poursuivi cette année la nécessaire transformation de la politique du médicament, alors même que la santé, je le rappelle, est devenue la première priorité des Français, devant l'emploi, devant la sécurité, devant l'environnement. Et donc, cette année vraiment a été extraordinairement riche pour la transformation de notre secteur. Dans ce cadre-là, je souhaiterais vraiment que la tonalité de ces vœux, malgré le contexte, oui, soit délibérément positive. Alors peut-être pour commencer, faisons un point sur ce qu'ont été les enseignements de cette crise sanitaire. Le premier enseignement, le plus important, j'ai envie de dire, c'est que notre secteur n'a pas flanché. Nous avons tenu le choc. Au moment où l'on parle beaucoup de pénurie de médicaments, les tensions d'approvisionnement observées au plus fort de la crise ne se sont jamais transformées en rupture. Nos entreprises et nos collaborateurs ont répondu pleinement et parfaitement à l'urgence sanitaire avec une priorité absolue pour chacun d'entre eux qui était d'assurer aux patients, à l'hôpital comme en ville, la continuité d'accès aux médicaments qui leur sont indispensables, en particulier dans les maladies chroniques, et ce, quelles que soient les circonstances. Et cette année, nous avons mesuré à quel point ce terme de « quelles que soient les circonstances » prenait une tonalité particulière. Tous les métiers de notre industrie, recherche, développement, production, commercialisation, bon usage, qualité, sans oublier les responsables administratifs, tous se sont incroyablement mobilisés. Et je veux vraiment commencer en saluant leur engagement sans faille pendant toute la crise. Quelques exemples. Celui d'abord des produits de sédation. La consommation a été véritablement exponentielle sur ces produits durant la première vague de l'épidémie. Et elle a représenté près de 4 ans de consommation habituelle en seulement parfois quelques semaines. La crise sanitaire a fait apparaître la formidable capacité de résilience, d'agilité et d'engagement de notre industrie. Sa mobilisation, à l'échelle planétaire, je le souligne, a permis de faire face à des niveaux de demande de médicaments sans précédent. Car c'est bien grâce à la mondialisation de nos capacités de production que nous avons su relever un tel défi. Alors, bien sûr, en parallèle, 2020 ne fut pas un long fleuve tranquille. La crise, par son caractère inédit, rapide, évolutif et imprévu, a mis également en lumière un certain nombre de fragilités du système de santé sur lesquelles, pourtant, nous avions alerté de longue date. Tout d'abord, elle a mis en évidence la dépendance de l'Europe et plus encore même de la France vis-à-vis de l'étranger pour ses approvisionnements en matières premières et en médicaments. Ce qui a amené la Commission européenne et le gouvernement français d'ailleurs à s'interroger sur les voies et les moyens de recouvrer une plus grande autonomie stratégique.
Notre enjeu, aujourd'hui, est et sera également demain de savoir relocaliser sans démondialiser. La crise, en parallèle, a également mis en exergue le défaut de coordination, de coopération au niveau européen. Absence de stratégie commune de dépistage, mesures de confinement très hétérogènes, résurgence des plans et division au plan sanitaire comme au plan budgétaire. De ce point de vue, l'annonce récente de la mise en place à l'échelle européenne d'un équivalent du BARDA américain, dont on a beaucoup parlé, mérite véritablement d'être soulignée. Ce qui m'amène du coup au second grand enseignement de cette crise, à savoir la reconnaissance du caractère véritablement stratégique de notre secteur. Vous le savez, c'est depuis une dizaine d'années le leitmotiv du LEM. Or aujourd'hui, à la lumière du Covid, plus personne ne conteste le caractère vital, c'est le cas de le dire, de notre industrie. Nous l'avons d'ailleurs mesuré dans notre dernière enquête Ipsos, et l'utilité des entreprises du médicament est unanimement reconnue par tous les publics, avec même des scores allant jusqu'à 97% pour les médecins. Des jalons avaient certes été posés depuis 3 ans, et singulièrement depuis le dernier Conseil stratégique des industries de santé, le fameux CSIS. Mais la crise a accéléré encore cette tendance de fond. Le caractère véritablement stratégique des entreprises de santé est désormais une idée unanimement partagée. Et je voudrais vous donner quelques illustrations de cette reconnaissance. Dans le domaine de la fiscalité, pour commencer, l'annonce d'une baisse significative des impôts de production qui pénalisait tellement l'industrie française au regard de ses concurrents, c'est une mesure qui est de portée générale, bien sûr, mais elle impactera également positivement la compétitivité de la France dans notre secteur de santé. Autre illustration, le plan France Relance. Il témoigne de la détermination des pouvoirs publics à tirer toutes les conséquences de la crise de la Covid-19. L'idée, vous le savez, est de renforcer l'attractivité et la compétitivité industrielle de la France. 35 milliards sur les 100 annoncés porteront sur la réindustrialisation. Cette relance, elle est d'autant plus opportune d'ailleurs à mes yeux que notre secteur est largement constitué de PME. On est très loin du cliché des Big Pharma. Je vous rappelle que 75% des entreprises de notre secteur font moins de 50 salariés. Nos PME, d'ailleurs, ont fortement subi les impacts de la crise, qu'il s'agisse de fabricants de produits matures ou également à l'autre bout de la chaîne de l'innovation, de biotech très innovantes. Troisième illustration, le fléchage de notre filière comme l'une des 5 reconnues comme prioritaires dans ce plan de relance très ambitieux. Je le dis ici très clairement, nous entendons être des acteurs engagés de cette relance. N'oublions jamais que la spécificité de notre industrie est d'être tout à la fois un acteur de santé et un acteur économique de premier plan. Quatrième illustration du caractère très stratégique de notre industrie, les décisions qui ont été actées dans la récente loi de financement de la sécurité sociale, la LFSS, à savoir en particulier une baisse de la contribution nette à notre secteur, à la politique de maîtrise des dépenses de santé pour environ 1/3. Et on ne se rappelle jamais assez, et je veux le ressouligner, l'impact très négatif et délétère qu'a eu pendant une décennie le prélèvement d'1 milliard par an, sous forme de baisse de prix en particulier, au titre de ce qu'on appelle la régulation des produits de santé. Cette ponction, nous en avons mesuré les effets. Elle a lourdement pesé sur l'appareil de production et notre compétitivité. Enfin, le nouvel accord cadre, en cours de finalisation, dans lequel nous espérons enregistrer des avancées dans le domaine des délais, mais également en reconnaissance des investissements et de la simplification, a été un point important et nous souhaitons que l'ensemble des éléments de cet accord cadre soient prochainement finalisés pour nous permettre d'avancer. Et nous voulons croire absolument à la cohérence et à la lisibilité de cette politique de reconstruction qui doit être consolidée en 2021. Parce que cette crise, elle nous impose de réfléchir, bien sûr, au jour d'après, de poser sans tarder
les jalons d'une véritable politique du médicament en France dans un contexte que nous voulons être celui du post-Covid. Une politique qui embrasse le médicament dans toutes ses dimensions, industrielles bien sûr, et nous en avons beaucoup parlé, mais aussi de santé publique, d'organisation, de distribution des soins, et enfin, bien entendu, d'engagement sociétal et environnemental du secteur. Une politique qui soit plus prévisible, qui réconcilie les actions de court terme et les objectifs de moyen terme, qui sont tellement stratégiques pour notre secteur, et ce terme de cohérence entre le court terme et le long terme est un point absolument essentiel. De ce point de vue, j'ai le sentiment que nous progressons, comme en témoigne l'implication croissante du ministère de la Santé et plus particulièrement encore du ministre de la Santé lui-même dans les enjeux de politique industrielle. Et je prends un exemple, c'était une première cette année. Nous avons eu plusieurs réunions dans le cadre du CSF en présence des deux ministres, M. Véran et Mme Pannier-Runacher, ce qui constituait pour nous un signal très très fort et important de cette cohérence des actions publiques qui vont être menées. Le troisième enseignement de cette crise sanitaire, c'est celui de la formidable, il faut le souligner, capacité de résilience et d'innovation de notre secteur. Rappelez-vous, début 2020, avec l'émergence de ce nouveau coronavirus, nous étions face à une inconnue. En termes de connaissances scientifiques, nous partions d'une feuille quasiment blanche. Nous ne savions rien de ce virus, de sa contagiosité, de ses modes de transmission, d'incubation, de sa virulence, de son évolution, de sa létalité, des traitements. Nous partions d'une feuille blanche. Or, 11 mois plus tard, 12 mois plus tard, même on pourrait dire, nous avons fait des pas de géant qu'il ne faut pas oublier de souligner à chaque instant. La séquence autour du développement des vaccins contre la Covid revêt un caractère, je souligne, exceptionnel. Par la contraction de l'échelle du temps et par la prise de risque, l'ensemble des acteurs, bien sûr les États, mais aussi, ne l'oublions pas, les entreprises du médicament, les industriels. En l'espace de quelques mois, rappelez-vous, près de 2500 essais cliniques ont été lancés à travers le monde pour identifier une solution thérapeutique ou vaccinale. La France, de ce point de vue, s'est trouvée en deuxième position, derrière les États-Unis, pour initier ces essais. Jamais dans l'histoire de la médecine, la recherche vaccinale n'a été aussi massive et rapide. Près de 300 candidats vaccins sont développés aujourd'hui, dont 20 sont en phase 3 et déjà 2 vaccins ont été approuvés en Europe et sont disponibles pour les patients français. Je laisserai Claire Roger, qui a assuré ces 12 derniers mois la présidence du comité vaccin du LEM, vous dresser un point plus détaillé de l'effort de recherche sans précédent de notre industrie. Je la remercie beaucoup d'avoir accepté de s'associer à cette conférence de presse. Nous avons également, en quelques mois, enregistré des progrès très importants dans la recherche de traitement. Nous avons aujourd'hui des solutions thérapeutiques qui se sont révélées efficaces, notamment au travers de l'association des corticoïdes et des anticoagulants. Ces traitements réduisent de façon drastique la mortalité chez les patients atteints de formes sévères du Covid. Et la recherche se poursuit au-delà même des vaccins, dont nous savons qu'ils ne sont qu'une partie, essentielle certes, mais pas exclusive, de la réponse au virus. Donc, oui, vous le voyez, tout s'est accéléré. Des collaborations inédites ont vu le jour dans des temps records entre des entreprises qui étaient habituellement des concurrentes, mais aussi une myriade de collaborations entre privés, publics, grandes entreprises et biotech. La Covid-19 a ouvert une sorte de faille qu'on pourrait qualifier de spatio-temporelle. D'un côté, la vitesse de propagation de l'épidémie, mais de l'autre également, la rapidité de réaction des acteurs de la chaîne du médicament, tout à fait inédite. Et je veux penser aux professionnels de santé, aux soignants, aux établissements de santé. Mais je veux également penser aux 100 000 collaborateurs des entreprises du médicament en France. Ces salariés, bien souvent des salariés de l'ombre, mobilisés jour et nuit, j'insiste, jour et nuit, pour répondre à la demande sans précédent de médicaments pour les patients souffrant de la Covid. Mais aussi pour assurer tout leur métier,
le développement, la recherche, la production, et faire en sorte que la disponibilité de tous les traitements, j'insiste, de tous les traitements, parce que pendant cette crise, la maladie ne s'arrête pas ailleurs, que tous les traitements continuent d'être rendus disponibles pour les malades chroniques en particulier. Et donc, c'est normal, c'est ici pour moi vraiment l'occasion de rendre hommage à ces combattants de la seconde ligne, à nos chercheurs, à nos salariés, aux gens des sites de production, à ceux qui travaillent dans les laboratoires, à ceux qui travaillent dans nos sites, nos logisticiens également, pour les remercier de ce travail exceptionnel qu'ils ont réalisé. Alors, après ce premier bilan de l'année, je voudrais venir maintenant à la deuxième partie de mon intervention, qui est de faire un point sur le caractère stratégique qui a été reconnu et le fait que la crise sanitaire a montré que notre secteur était également, peut-être plus que jamais, à l'écoute des aspirations de la société. Je reviens à cette étude. Les résultats de notre étude Ipsos pour 2020 montrent une très nette amélioration de l'image du secteur. 2/3 des Français considèrent que les entreprises du médicament ont activement participé à l'effort contre la Covid-19. Alors, ces résultats, ils sont très encourageants et confirment la bonne perception des Français sur la contribution de nos entreprises pendant la crise. Ils sont par ailleurs encourageants, mais nous savons également, sans aucune complaisance, qu'ils ne sont pas suffisants. Nous avons encore des points d'amélioration qui sont autant de défis collectifs que nous voulons relever. Et j'en identifie 3 principaux sur lesquels nous pouvons, je dois dire même nous devons, mieux faire et agir rapidement. Le premier d'entre eux, ce sont les ruptures d'approvisionnement. Le second, c'est la transparence. Et le troisième, c'est le prix des innovations. Et je vous propose que nous les reprenions un par un pour développer ces différents sujets. Alors, en premier, sur la problématique des ruptures. Nous l'avons souvent dit, c'est un sujet pour lequel nous prenons pleinement notre part de responsabilité. Mais les ruptures, les pénuries de médicaments sont des problématiques que nous savons être mondiales et également multifactorielles. Elles ont pris plus d'ampleur ces dernières années en raison de la complexification de la chaîne de production, mais également des nouvelles technologies, des contrôles et des normes réglementaires, mais aussi d'un facteur qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est notamment lié aux capacités de production insuffisantes face à l'augmentation colossale de la demande mondiale et du développement de la maturité d'un certain nombre de systèmes de santé dans le monde entier, dont il faut se réjouir. Et donc, les ruptures de stock et d'approvisionnement sont un sujet de préoccupation majeure pour le LEM et chacune de nos entreprises. Car notre mission, nous en sommes conscients, nous le savons très bien, consiste à mettre à disposition des patients les traitements dont ils ont besoin dans les meilleurs délais et dans le respect absolu des normes de qualité et de sécurité. Le médicament n'est pas un produit comme un autre. Nous avons fait de ce sujet l'une de nos premières priorités d'action. Et nous n'avons pas attendu les dernières mesures puisque nous l'avons fait dès février 2019, c'est-à-dire 4 mois avant les premières annonces gouvernementales. Nous avons mis en débat plusieurs propositions, telles que les efforts à conduire de part et d'autre sur une liste de médicaments, particulièrement essentiels bien sûr, mais également la mise en place d'appels d'offres hospitaliers multi-attributaires, ou la restriction des exportations parallèles, ou encore la mise en place de prix planchers pour les médicaments qui sont à risque de rupture. Nous n'avons donc, je veux le rappeler, pas attendu les débats parlementaires du dernier PLFSS pour prendre toute la mesure du sujet. Mais à cet égard, puisqu'on parle du PLFSS, la généralisation à 4 mois de l'obligation de stockage dont il a été de nouveau question dans les débats de la LFSS nous est clairement apparu comme, en fait, ce qu'on pourrait qualifier un remède pire que le mal. En effet, dégrader les conditions d'exploitation économique des produits très souvent fortement génériqués et donc à très bas tarifs de remboursement ne pourrait en fait qu'aboutir à une raréfaction encore de l'offre. Nous allons accroître notre engagement en 2021 avec une priorité, mieux anticiper. Anticiper, c'est le terme. Aux côtés des autorités de santé, l'ensemble des tensions d'approvisionnement. Et nous lançons pour cela un outil inédit qui est la plateforme TrackStock.
Nathalie Lemeur, qui est administratrice du LEM et responsable du projet, vous en détaillera les modalités dans quelques instants et je remercie beaucoup également Nathalie de participer à cette conférence de presse. Sur la deuxième question, qui est celle de la transparence, là aussi, je veux le dire, nous entendons les aspirations de la société. Et à cet égard, figure dans la LFSS pour 2021 une mesure sur la transparence des aides publiques, c'est l'article 79. Le LEM n'est évidemment nullement opposé pour accroître la transparence entre les entreprises pharmaceutiques, le comité économique des produits de santé et le public. Il n'a donc exprimé évidemment aucune opposition à la disposition selon laquelle les entreprises déclarent auprès du CEPS les investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié lors du développement de leurs produits. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler avec le CEPS à une disposition dans l'accord cadre entre le CEPS et le LEM qui permettra de mieux traduire dans les faits cette nouvelle mesure. Je veux dire que je me félicite d'ailleurs que les recommandations du LEM aient été entendues et notamment la nécessité d'attacher la déclaration à l'ensemble des médicaments d'un laboratoire et pas simplement à un produit spécifique, ce qui aurait rendu cette mesure tout à fait inapplicable. Donc nous veillerons à ce que cette transparence ne soit pas unilatérale, qu'elle ne se fasse pas à sens unique, car en effet le LEM milite pour que soient également transparents les financements des entreprises du médicament vers la recherche publique. C'est en effet pour nous un moyen de faire apparaître la notion d'écosystème. L'avenir est en bon français à ce qu'on appelle la cross-fertilisation, c'est-à-dire entre recherche fondamentale, recherche appliquée et développement. Et savoir transformer une invention en innovation, c'est le cœur même de notre métier. Il nécessite des moyens économiques considérables, mais également un savoir-faire que nous savons particulièrement riche et fertile en France. Donc oui, absolument, l'industrie pharmaceutique a besoin de la recherche académique et du tissu des startups, en particulier dans le monde des biotech, pour trouver ces pépites qui seront les médicaments innovants de demain. Mais finalement, que serait la recherche publique sans la capacité de développement planétaire, je le souligne, de nos entreprises, avec ce que ça implique de rigueur scientifique et de mobilisation internationale par ailleurs. Je voudrais quand même souligner un point aujourd'hui qui est de multiples informations sont déjà publiques, c'est-à-dire que nous ne partons pas d'une feuille blanche en matière de transparence. Je vous prends quelques exemples. Les prix des produits de santé sont publiés au journal officiel. Les données mensuelles et annuelles sur les médicaments remboursés par l'assurance maladie sont également disponibles en ligne. Le montant des produits de santé à l'achat par les hôpitaux sont accessibles sur le site de l'ATIH. Le rapport d'activité du CEPS qui informe sur le montant annuel des remises est public. Et enfin, les contrats qui lient l'industrie pharmaceutique à la recherche publique sont également rendus disponibles sur la base transparence.santé.fr et soumis au dispositif encadrement des avantages. Et puis en parallèle, je vous rappelle que notre instance d'éthique et de déontologie, que nous appelons le CODEM, veille très attentivement au respect des règles de déontologie de notre profession. Et cette année, nous en avons même renforcé encore, non seulement l'autonomie, mais également le pouvoir de saisine. Enfin, sur le troisième sujet, qui est le débat sur le prix de l'innovation, sujet sur lequel nous sommes très attendus, et sur lequel il faut se rappeler que, tout d'abord, le retour de l'innovation est une réalité. Des essais cliniques sont en cours dans le monde entier pour des thérapies géniques, cellulaires, tissulaires, avec une très forte présence de la France. Nous sommes en 2e position, derrière les États-Unis, et en 6e position pour les essais de phase 3. Dans quelques exemples, dans l'hémophilie sévère, dans la dystrophie musculaire, dans la myélomultiple, dans la sclérose latérale amyotrophique, la bêta-thalassémie ou encore même la drépanocytose, ces médicaments de thérapie innovante offrent des perspectives de guérison totalement inédites. Certains de ces traitements vont véritablement révolutionner la prise en charge des patients avec, même pour certains traitements,
une guérison définitive en une seule injection, une seule administration. Je parle ici de pathologies qui sont aujourd'hui mortelles ou extrêmement invalidantes. De même, le développement des immunothérapies est extrêmement prometteur dans la lutte contre de nombreux cancers. Et face à ces révolutions, la question de l'accessibilité pour le patient est absolument essentielle. C'est pourquoi je voudrais, à titre liminaire, commencer par saluer la réforme de l'accès précoce qui a été menée par le gouvernement dans un souci de concertation avec les industriels, mais également avec les associations de patients. La loi de financement de la sécurité sociale, dans son article 78, procède à une réforme très profonde, avec finalement deux objectifs, la simplicité et la prévisibilité. Beaucoup reste bien sûr à faire encore au niveau de l'appareil réglementaire qui reste à élaborer. Mais je laisserai Corinne Blachier-Poisson, qui est administratrice du LEM et présidente de notre commission accès au marché, vous présenter ce nouveau mécanisme d'accès qui vient notamment se substituer aux anciennes et fameuses ATU. Et je veux remercier beaucoup Corinne également pour sa présence et s'être rendue disponible aujourd'hui. D'autre part, nous entendons les interrogations légitimes qui portent sur le prix de certains de ces traitements. Et nous sommes conscients que nous devons faire preuve ici de pédagogie. Tout d'abord, pour rappeler que les innovations passées, pour coûteuses qu'on ait pu les juger, ont été strictement financées à coût constant pour la collectivité. L'enveloppe des dépenses de médicaments en chiffre d'affaires industriel est restée strictement stable de 2009 à 2019, sur une décennie pendant laquelle l'innovation a été particulièrement fructueuse. Ensuite, pour expliquer qu'un prix ne reflète pas le coût d'un produit, mais qu'il permettra de financer, d'une part, bien sûr, les recherches passées avec les nombreux et inévitables échecs, mais surtout les futurs médicaments, ce qu'on appelle le pipeline, avec une prise de risque qui est extrêmement importante et un taux d'attrition des recherches qui reste extrêmement élevé. D'autre part, une immobilisation de capital extrêmement longue, on estime de 10 à 12 ans en moyenne. Et puis la prise de risque est également particulièrement importante s'agissant de produits de haute technologie, avec, nous l'assumons certainement, la nécessité de rémunérer, de récompenser la prise de risque des actionnaires, puisque ces recherches s'effectuent sur des fonds propres, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui les assument, et c'est l'une des caractéristiques de notre secteur. Le tout, bien sûr, se fait aujourd'hui sur des populations qui sont de plus en plus souvent étroites, compte tenu de l'approche personnalisée que permet de développer le progrès des connaissances. Alors, ces innovations de rupture dans la prise en charge des cancers, des risques infectieux ou encore des pathologies orphelines vont profondément transformer le devenir de nombreuses maladies. Elles vont bouleverser l'organisation des soins. Elles auront un coût et également elles offriront d'incroyables opportunités de modernisation de notre appareil de santé. Elles doivent donc nous amener très logiquement à nous interroger sur la façon de les financer. Il est clair que le système de santé et de protection sociale actuel ne possède pas les bons outils pour faire face à ces enjeux. Et donc, à l'innovation scientifique et technologique doit absolument, impérativement répondre l'innovation administrative et financière. Et dans ce débat, le LEM, je le souligne, souhaite être force de proposition. Alors, je vous propose maintenant d'en venir aux perspectives. Après avoir regardé en arrière, après avoir tiré les enseignements de cette année 2020, quelles sont les perspectives pour 2021 ? La crise a suscité une dynamique nouvelle en, bien sûr, je l'ai dit, consacrant le caractère très stratégique de notre industrie. Elle nous a également beaucoup appris sur nos capacités d'anticipation, sur notre organisation du travail, sur nos modes de fonctionnement, nos modes d'interaction avec la société. Et aujourd'hui, en 2021, nous sommes plus que jamais une industrie de sortie de crise, une industrie de sortie de crise, aux côtés des pouvoirs publics, pour entamer
le travail solide de reconstruction sanitaire et économique de notre pays. Et nous avons ce caractère très inédit d'être des entreprises de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également des acteurs économiques de premier plan. Et pour y parvenir, nous avons identifié 6 différents chantiers complémentaires. Et je voudrais les aborder les uns après les autres avec vous. Le premier chantier, c'est bien entendu de tirer toutes les leçons de la crise sanitaire pour bâtir l'avenir de notre système de santé. En septembre dernier, j'ai eu l'occasion de vous présenter le rapport du cabinet Atty-Carnet que j'avais mandaté pour donner son éclairage sur les enseignements de la première vague de la crise Covid. Je ne reviendrai pas ici sur l'intégralité de ce rapport particulièrement riche et intéressant, et je souligne que le dossier intégral est sur notre site. Mais il nous invite à réfléchir avec l'ensemble de nos interlocuteurs, au premier rang desquels, bien sûr, les pouvoirs publics et les patients, autour de quelques axes. La lutte contre les ruptures d'approvisionnement dans toutes leurs dimensions, j'insiste sur toutes leurs dimensions, j'ai évoqué le caractère plurifactoriel de ces ruptures, l'opportunité de capitaliser sur ce qui a bien fonctionné pendant cette crise, comme par exemple l'accélération des autorisations d'essais cliniques, la dématérialisation de certaines procédures ou encore même la pénétration de solutions numériques particulièrement innovantes. La nécessité, par ailleurs, d'améliorer les procédures de gestion de crise entre l'État et l'industrie, là où c'est nécessaire, par exemple en matière de commande publique ou de flexibilité de l'outil de production. Par ailleurs, l'amélioration de l'anticipation de risques sanitaires émergents. De ce point de vue, la création d'une nouvelle agence de recherche contre les risques infectieux retient évidemment toute notre attention. Et puis pour terminer, il nous faut aussi agir en aval, c'est-à-dire en aval sur le développement de nouvelles solutions thérapeutiques, notamment en matière de lutte contre l'antibiorésistance, ce qui nécessitera, là encore, une interaction très renforcée avec les autorités de santé. Le deuxième chantier, a trait à la façon de renforcer nos écosystèmes d'innovation. En octobre dernier, là aussi, nous avons rendu public notre dernière étude relative à l'attractivité de la France dans la recherche clinique. Cette étude faisait globalement état d'une situation stable, mais à un niveau très insatisfaisant, puisqu'elle place notre pays au 4e rang européen, et ce, malgré tous les efforts accomplis depuis le dernier CSIS. Toutefois, un certain nombre de choses se sont passées depuis le dernier terrain de cette étude, en particulier la crise de la Covid, à l'occasion de laquelle on a vu s'accélérer spectaculairement certains délais d'autorisation dans le domaine de la recherche. La LFSS, par ailleurs, devrait aussi se traduire par une augmentation des moyens des CPP, donc Comité de protection des personnes. Surtout, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 devrait elle aussi renforcer le financement des priorités publiques de recherche. Alors pour ce qui concerne le LEM, nous considérons finalement 3 priorités particulièrement importantes pour 2021 dans le domaine de l'innovation. La première, c'est l'amélioration du pilotage et de la coordination des activités de recherche et d'innovation sur le territoire. Ceci reste en effet très insuffisamment lisible pour les groupes internationaux qui représentent l'essentiel des acteurs du LEM, extrêmement complexe à appréhender pour les start-up qui sont porteuses d'innovation, les fameuses biotech, et anticipant de façon très insuffisante l'impact de ces innovations sur les dispositifs de soins, le parcours de soins également du patient, le parcours du médicament lui-même. Deuxième point, la fluidification des partenariats publics et privés ainsi que le développement des passerelles entre les deux secteurs. Nous savons que ces deux secteurs se regardent parfois en chien de faïence et que ce sujet des passerelles est absolument critique. Et troisièmement, la recherche d'une plus grande attractivité du territoire pour les activités de R&D. Ça passe par un meilleur accompagnement des startups innovantes, la création de guichets qui soient dédiés, ou encore même la dématérialisation des procédures d'autorisation et de mise en place des essais cliniques sur lesquels nous avons fait des progrès pendant la crise. À cet égard, nous regardons avec vraiment beaucoup d'intérêt et d'attention l'initiative qui a été prise par le ministère de la Défense
portant sur la création d'une agence d'innovation en défense. Et il y a là pour nous une vraie source d'inspiration dans notre dialogue avec la puissance publique. Le troisième chantier doit nous permettre de rendre de la lisibilité à nos mécanismes d'évaluation médico-technique. L'évaluation est un sujet extrêmement important pour nous et nous en parlerons sans doute tout à l'heure. Il s'agit là d'un sujet assez technique, je le reconnais, mais extrêmement important pour les entreprises qui opèrent en France. Les problématiques d'accès au marché post-AMM, qu'il s'agisse de la lisibilité de l'évaluation, éventuellement de sa comparaison d'ailleurs, de sa prévisibilité, ou encore des délais, constituent aujourd'hui le principal facteur de décrochage de notre attractivité, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est encore une piste très importante de réflexion pour l'avenir. J'ai souligné dans mes propos généraux un certain nombre d'avancées en 2020, mais elles sont insignifiantes en matière de lisibilité. En effet, la réforme de l'évaluation que nous appelons de nos vœux est restée à l'état d'ébauche. C'est un sujet que nous devons absolument réactiver de façon prioritaire en 2021, car le décrochage de la France par rapport à ses voisins est simplement préoccupant. Le LEM entend ici, là encore, être force de proposition en la matière. De même, le compromis qui a été trouvé par la présidence allemande au moment de la présidence de l'Union entre les États membres sur l'HTA européenne, donc cette évaluation européenne, est finalement assez décevant et ne permettra pas de progresser sur l'évaluation commune, ce qu'on appelle la clinical efficacy, et qui permet d'avoir un système qui soit plus harmonisé au niveau européen, tel que celui de l'AMM que nous connaissons. La problématique de l'expertise, par ailleurs, elle est très spécifique à la France et elle aussi reste totalement entière. Voyons les choses telles qu'elles sont. Nous, bien sûr que nous souhaitons une transparence totale des liens d'intérêt. Et j'ai rappelé tous les mécanismes qui existent déjà aujourd'hui. Nous partageons absolument l'objectif d'exempter toute forme de décision administrative de conflit d'intérêts. Mais tout ça doit être totalement remis à plat. Il faut cesser d'assimiler les liens d'intérêt et les conflits d'intérêts et rendre sa juste part de voix à l'expertise industrielle. Mieux organiser la carrière des experts, publics, privés, préciser les règles de passerelle entre justement le public et le privé qui est absolument indispensable pour conserver une expertise de niveau international. Et nous savons que la France est reconnue précisément pour cette expertise exceptionnelle dans le domaine médical et scientifique. Et je crois profondément que le débat doit être apaisé et se tenir sur des bases scientifiques, plutôt que d'être un territoire, parfois, il faut le reconnaître, abandonné à une certaine forme d'idéologie. Enfin, il faut nous interroger collectivement sur ce qu'on appelle la médico-économie. Elle n'a pas encore véritablement trouvé toute sa place dans les méthodes d'évaluation dans notre pays et nous devons continuer de réfléchir pour bien la dimensionner. Alors le quatrième point que je voulais aborder, le quatrième chantier, est celui des politiques industrielles. Comment renouer avec des politiques industrielles qui soient ambitieuses en termes d'attractivité et de compétitivité pour renforcer cette fameuse autonomie stratégique de notre pays dont nous avons beaucoup parlé au cours des derniers mois. En novembre dernier, nous avons rendu publiques nos propositions en matière de politique industrielle. Vous savez que depuis des années, le LEM attire l'attention des pouvoirs publics sur notre recul industriel, puisque, je vous le rappelle, en 10 ans, nous sommes passés du rang de premier producteur européen de médicaments à celui de 4e. Cette politique industrielle de médicaments que nous appelons de nos vœux et dont nous avons aperçu les prémices en 2020 doit finalement reposer sur 2 piliers. La compétitivité d'une part. Elle doit nous permettre de maintenir notre production traditionnelle de médicaments chimiques et de l'optimiser, d'optimiser nos capacités de production et d'engager une politique volontariste de relocalisation. Et on en a vu certains signaux. Donc premier enjeu, la compétitivité de ces entreprises fortement exposées à la concurrence internationale. Deuxième enjeu,
l'attractivité, j'ai envie de dire à l'autre bout de la chaîne de l'innovation, afin de pouvoir attirer sur notre territoire la production des médicaments les plus innovants, ceux qui feront la pharmacopée, j'ai envie de dire de demain, mais ils sont déjà là. Car c'est à cette seule condition que nous assurerons le futur de notre industrie en France. Donc, je l'ai dit, compétitivité et attractivité. Et pour atteindre ce double objectif, nous devons agir sur, finalement, tous les leviers. Ces leviers, vous les connaissez, j'en rappelle quelques-uns. C'est l'allègement de la fiscalité générale et spécifique parce qu'elle est particulièrement lourde de notre secteur. Réduire drastiquement nos délais d'accès au marché, faire en sorte que les patients bénéficient plus vite, plus tôt de ces innovations. Utiliser tous les outils de la nouvelle politique conventionnelle que nous sommes en train de finaliser. Travailler absolument sans relâche sur la simplification de nos normes qui sont, il faut le dire, bien souvent totalement illisibles pour les entreprises internationales. Et puis enfin, garder en tête deux idées qui constituent la clé de ce succès. Le premier, c'est de penser et d'agir en européen, car une approche industrielle, on l'a bien vu pendant la crise, État par État, n'est absolument pas envisageable pour la plupart de nos entreprises. Et en parallèle, c'est également penser et agir dans la durée, car les décisions que nous sommes amenés à prendre nous engagent sur la durée, et c'est souvent la vision à long terme qui fait défaut, et la réconciliation entre les actions de court terme et la vision de long terme. Alors, cette politique ambitieuse, elle ne saurait pas se mettre en place sans action concrète en matière de développement des compétences de tous nos collaborateurs du secteur pour répondre aux enjeux qui sont identifiés et en particulier favoriser également l'insertion des nouveaux talents, notamment les jeunes au travers des contrats d'apprentissage. Et je rappelle qu'en 2020, ce sont plus de 6000 contrats signés dans notre industrie sur tous les métiers. Et nous savons que nous avons un panel d'offres de métiers divers extrêmement large. Je souligne également que tous ceux qui ont bénéficié de ces contrats ont trouvé un emploi à la sortie. Cinquième chantier. Le cinquième chantier, c'est celui de la croissance. J'ai beaucoup parlé d'innovation, mais il est très difficile d'envisager l'innovation sans croissance. Et retrouver de la croissance pour justement financer ces ambitions industrielles ainsi que la vague d'innovation que j'évoque, qui est sans précédent dans les années qui viennent. Alors bien entendu, c'est finalement sans doute la véritable clé de voûte de ce qui précède. Nous devrons convaincre nos décideurs politiques et administratifs que l'on ne peut pas mener de front les politiques industrielles et les politiques d'accès à l'innovation sans retrouver ce qui nous fait tant défaut depuis déjà une décennie, la croissance. Je reviens sur ce chiffre que j'ai évoqué, que notre secteur a innové jusqu'à maintenant dans les 10 dernières années à budget strictement équilibré, budget plat. La comparaison européenne, de ce point de vue-là, est particulièrement intéressante et malheureusement, elle nous est très défavorable pour la France, puisque le marché national stagne, comme je viens de le dire, depuis 10 ans, là où nos voisins, l'Allemagne notamment, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni, connaissent une véritable croissance sous la double influence, d'une part, d'un important flux d'innovation et puis d'une volonté industrielle. Les biotech en Allemagne, la chimie en Italie, par exemple, et même un pays aussi rigoureux que le Royaume-Uni propose des perspectives de croissance aux entreprises du médicament par crainte de les voir s'expatrier, en particulier dans le cadre du Brexit. Bref, vous le voyez, nous avons besoin de cohérence. Et cohérence, c'est un terme, vous m'avez entendu le rappeler un certain nombre de fois. Cohérence dans les politiques du médicament. Les actes doivent absolument coïncider avec les discours et nous apprécierons si les promesses entrevues en 2020, qui sont importantes et que j'ai soulignées au départ, se trouveront consolidées en 2021. Et de ce point de vue, je veux également insister sur le fait que la saisine du HCAM sur la construction de l'ONDAM par le ministre de la Santé, là aussi c'est un sujet assez technique en apparence, mais qui est absolument essentiel. Et ce HCAM a été saisi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a adressé là un signal très fort. J'observe que cette saisine adresse justement un certain nombre de points cruciaux tels que la pluriannualité, c'est-à-dire le fait d'avoir des enveloppes qui s'inscrivent dans le temps, ou encore le décloisonnement des enveloppes, c'est-à-dire plutôt que de travailler par enveloppe silotée entre les différents postes de dépenses.
Cette meilleure anticipation que nous réclamons peut également permettre une meilleure restitution des gains d'efficience que génère souvent l'innovation thérapeutique, et je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposons depuis plusieurs années au pouvoir public un exercice partagé de ce que nous appelons, là aussi en bon français, un horizon scanning, qui est un exercice de prospective. Mais la révolution thérapeutique qui se profile nous amène également à bouleverser le cadre classique de ce qu'on appelle la régulation. Nous allons devoir imaginer en 2021 de nouveaux outils financiers et pourquoi pas même un fonds de financement de l'innovation qui soit spécifiquement dédié, de nouveaux mécanismes conventionnels, contrats d'étalement de charges, contrats de gestion d'incertitude par exemple, et puis de nouveaux moyens d'analyse médico-technique, notamment au travers du développement des études en vie réelle, qui est un sujet extrêmement important, en particulier en matière d'accès à l'innovation, pour en assurer l'accès le plus large. Enfin, le sixième et le dernier chantier concerne notre leadership européen dans la perspective de la présidence de l'Union européenne qui se dessine pour 2022. 2021 sera également une année très orientée pour l'Europe, vers l'Europe, de la France vers l'Europe. La Commission européenne a publié en décembre sa feuille de route qui comprend un très important volet pharmaceutique, la fameuse stratégie pharmaceutique européenne. La crise du Covid a démontré la nécessité de renforcer la coopération entre les États européens, je l'ai évoqué au début, pour mieux coordonner les efforts des politiques de santé et pour mieux sécuriser l'approvisionnement des médicaments dont tous les Européens ont besoin, et la vaccination en est un très bon exemple. Nous serons des partenaires engagés, actifs, vigilants sur toutes les mesures qui seront prises dans cette stratégie pharmaceutique européenne. Et la France, je vous le rappelle, qui assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2022, doit absolument mettre à profit 2021 pour bâtir sa présidence en étant extrêmement attentive à ce que l'Europe, dans ce contexte de compétition accrue entre, d'une part, les États-Unis et la Chine, mais ne pratique pas une forme de désarmement unilatéral, c'est-à-dire qu'elle n'adopte pas de nouvelles normes risquant de porter atteinte à ses règles de propriété intellectuelle en particulier, et qu'elle ne renonce pas non plus à certains outils d'attractivité tels que ces règlements sur les médicaments pédiatriques et orphelins, dont on sait à quel point ils ont contribué à rendre des traitements innovants à ces populations qui les attendent. Alors j'en arrive à ma conclusion. Nous avons bien entendu l'occasion de porter ces différents sujets lors du prochain CSIS. Nous terminons un CSIS et nous allons en ouvrir un nouveau cet été, et également à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la santé est devenue la première priorité des Français. Nous sommes, vous l'avez bien compris, un secteur économique stratégique, une industrie qui est à l'écoute des aspirations de la société et une industrie de sortie de crise. Mais nous sommes également une industrie extrêmement engagée. Nous sommes engagés en faveur des patients au travers de la recherche et de l'innovation. Il suffit pour s'en convaincre de mesurer l'ampleur des innovations de ces 3 dernières années et de celles qui se profilent pour les années à venir. 2021 marquera, je l'espère, un redressement de la place de la France dans la recherche clinique, un renforcement des partenariats publics, privés, un investissement accru de notre secteur sur les enjeux de santé publique, d'environnement et de réputation. Ainsi, bien sûr, que la poursuite de la révolution thérapeutique qui a été engagée depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes également engagés en faveur de l'investissement. Nous publierons prochainement les résultats de notre premier observatoire de l'investissement. Mais nous observons déjà un certain nombre de signaux qui nous laissent à penser que la France revient dans le jeu, revient dans la partie. La relocalisation de la production de certains principes actifs, par exemple, des investissements significatifs de grands groupes français et internationaux sur le territoire, un tissu de PME très innovantes, dynamiques, ou encore même tout un symbole, le choix de la France notamment comme site de production de tout ou partie des nouveaux vaccins contre la Covid. L'actualité nous le confirme encore. Engagé également en faveur de l'emploi
et de la formation. Durant les 10 dernières années, malgré un contexte économique national très dégradé, nous n'avons pas détruit d'emplois au global. Et je rappelle que tout jeune formé dans nos filières trouve un emploi à l'issue de sa formation. En 2021, nous entendons fournir un effort particulier encore sur l'emploi des jeunes, sur les quartiers défavorisés ou encore même les métiers des nouvelles technologies. En somme, nous entendons, on pourrait dire, être au rendez-vous. Être au rendez-vous, et pourvu que l'action des pouvoirs publics se confirme, et encore une fois, je veux en souligner les signaux qui ont été très importants l'année dernière, mais qu'ils se consolident également en 2021 et qu'ils s'inscrivent dans la durée. L'année 2020 a révélé l'engagement exceptionnel des personnels soignants pour sauver des vies, à leur côté, tous les collaborateurs de notre secteur, les 100 000 collaborateurs de la santé, en font partie. Dans le contexte sanitaire de ce début d'année, nos entreprises représentent un formidable espoir, industrie de sortie de crise. Le vaccin, bien sûr, est le moyen de mettre un terme à l'épidémie dans le monde entier et de reprendre une vie, j'ai envie de dire, normale, ou en tout cas presque normale. Fort de l'expérience de l'année passée et de la capacité de mobilisation sans précédent de tous nos collaborateurs, nous voulons absolument participer à la construction du cadre de soins de notre pays et permettre à chacun, c'est notre mission, d'avoir accès au traitement dont il a besoin dans les meilleures conditions, en particulier de qualité, et ce, quelles que soient les circonstances. Je termine donc cette présentation en vous souhaitant tout le meilleur pour cette année, en vous adressant véritablement tous mes vœux de santé, bien entendu, mais également en souhaitant que lorsque nous nous retrouverons pour les prochains vœux de l'année prochaine, j'espère en présentiel, j'espère sans masque, nous ayons, grâce à notre secteur, surmonté la plus grave crise sanitaire, n'ayons pas peur des mots, mais aussi économique, qu'ait connue l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez compris à quel point nos entreprises, nos collaborateurs étaient engagés, et c'est également la raison pour laquelle j'ai souhaité donner à cette introduction une tonalité résolument engagée et positive. Alors maintenant, avant de répondre à vos questions, je voudrais donner la parole à 3 femmes, 3 expertes de notre secteur, particulièrement engagées, et qui ont porté depuis tous ces mois des dossiers stratégiques que j'ai pu évoquer dans cette présentation. Claire Roger, d'une part, de GSK, qui était jusqu'à cela encore quelques jours la présidente de notre comité vaccin sur la question des vaccins anti-Covid. Nathalie Lemeur, de Sanofi, qui est présidente de notre task force sur les ruptures, et donc qui va aborder avec vous la question de la lutte contre les ruptures d'approvisionnement. Et puis enfin, Corinne Blachier-Poisson d'Amgen, qui est présidente de la commission accès des patients à l'innovation sur la réforme de l'accès précoce, qui est un sujet essentiel de l'année 2020. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais donc les rejoindre et leur céder la parole. Merci beaucoup. Eh bien, changement de décor. Et je suis maintenant donc entouré de ces 3 experts de notre secteur. Et je voudrais commencer par adresser la parole à Claire pour faire un point sur justement les vaccins, un sujet qui est au cœur de l'actualité. J'imagine que nous aurons tout à l'heure des questions sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Merci Frédéric. Nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. Nous avons des millions de personnes confinées, des systèmes de santé sursollicités dans tous les pays du monde. Dans ce contexte, c'est donc indispensable que les industriels du vaccin se mobilisent vite et bien pour essayer d'apporter des solutions vaccinales. Donc les résultats ont été évoqués tout à l'heure, presque 300 candidats vaccins en développement, 20 déjà en essai de phase 3, 2 déjà autorisés en France. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes. Tout s'est fait extrêmement rapidement, mais il est important de noter que cette rapidité est venue avec des exigences de qualité et de sécurité très élevées. Alors, je vais reprendre un petit peu ces 2 points. En temps normal, le développement d'un vaccin prend 7 à 10 ans en moyenne, certains vaccins bien plus.
Mais dans l'urgence sanitaire dans laquelle nous étions, il était vraiment important de chercher tous les facteurs sur lesquels nous pouvions jouer pour essayer d'accélérer la recherche et la mise à disposition d'un vaccin. Donc je vais en citer quelques-uns. Un premier peut-être sur l'historique de la recherche. Nous avons capitalisé sur toute la recherche qui pouvait nous aider dans cette situation sur un virus que nous ne connaissions pas. Donc recherche par exemple sur d'autres types de coronavirus, vous pensez au SRAS, au MERS, de la recherche existante sur des technologies innovantes de vaccination, comme par exemple l'ARN messager, mais aussi tirer les leçons d'autres épidémies, comme par exemple celle d'Ebola, il y a quelques années. Donc, premier facteur, une mise en commun de cette recherche, de cette connaissance, pour essayer d'aboutir rapidement à des candidats vaccins. Deuxième élément, en tout début d'année 2020, c'est une réponse collective de tous les acteurs de la vaccination pour essayer de répondre à ce défi. Donc on a eu très rapidement des start-up, des fondations, des laboratoires publics, mais bien sûr les entreprises du vaccin, qui se sont engagés dans des partenariats, dans des collaborations que nous n'avions jamais vues avant, pour maximiser les chances et les idées pour trouver des candidats vaccins qu'on pouvait tester ensuite en essais cliniques. Donc le niveau de collaboration, le nombre de ces collaborations, mais également la rapidité de mise en place de ces collaborations et de ces partenariats, c'est complètement inédit dans l'historique de la vaccination, on n'avait jamais vu ça. Troisième élément que les industriels et tous les acteurs du vaccin ont mis en place, on a mis de côté complètement l'approche séquentielle que nous utilisons d'habitude. D'habitude, on fait chaque étape l'une après l'autre, on vérifie que ça marche avant de passer à la suivante. Là, ce qu'on a vu en particulier, c'est la mise en place en parallèle, donc à risque, sans savoir si ça allait marcher, des essais cliniques sur les candidats vaccins et par exemple des lignes de production, en commençant la production avant même de savoir si le candidat vaccin marche. Donc pour avoir comme objectif que le jour où le premier, le deuxième et j'espère le troisième et le quatrième bientôt sont autorisés sur un marché, qu'on a déjà des doses pour commencer des campagnes de vaccination très rapidement. Peut-être dernier élément, mais il y en a plein d'autres, mais je vais pas prendre trop de temps quand même, c'est la partie plus administrative et procédure qui a vraiment été faite de façon un peu exceptionnelle. Je vais vous donner un exemple. Pour tout vaccin, normalement, les laboratoires qui travaillent sur le développement d'un vaccin colligent toutes les données et déposent toutes ces données aux autorités de santé des différents pays à la fin, une fois que tous les essais cliniques sont faits. Dans le cas de la Covid, ces données ont été partagées avec les autorités et évaluées au fil de l'eau pour vraiment accélérer cette phase d'évaluation à la fin, où là, on a gagné de très précieux mois. En quelques jours, quelques semaines, les autorités ont été en mesure de se positionner pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition dans les différents pays. Donc très rapide, comme vous le voyez, je pourrais répondre à d'autres questions si vous en avez, mais ce qu'il est important de noter, c'est que cette rapidité s'est faite sur les sujets où on pouvait gagner du temps, mais sans en aucun cas en faisant de compromis sur la partie qualité et sécurité. Et je veux revenir sur quelques exemples sur cette partie qualité des vaccins. Prenons les essais cliniques, par exemple. Les essais de phase 3, dont tout le monde parle, sont les essais dans lesquels nous confirmons l'efficacité et le profil de tolérance d'un candidat vaccin. C'est la dernière phase avant une autorisation de mise sur le marché. Ces essais cliniques ont été faits sur 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 patients, avec des protocoles tout à fait typiques d'un vaccin normal, pas de changement dans le cadre d'une pandémie, ce qui nous a fourni un niveau de preuve scientifique très élevé qui a permis des décisions par les autorités. Deuxième élément peut-être sur la production, vous le savez peut-être, à peu près 70% du temps de production de tout vaccin est dédié au contrôle qualité. Dans le cadre d'une vaccination de routine ou d'un vaccin anti-Covid, les exigences sont les mêmes. Ça fait partie des prérequis pour avoir une autorisation de mise sur le marché avec des conditions très claires par les autorités de santé des différents pays. Et les vaccins anti-Covid sont alignés bien sûr à toutes ces exigences. Pas de compromis sur ça. Peut-être dernier élément qui est particulièrement d'actualité, c'est la partie profil de sécurité des vaccins.
L'ANSM, par exemple, en France, a mis depuis la mise sur le marché des premiers vaccins anti-Covid des procédures de surveillance renforcées pour vraiment suivre toutes les semaines, tous les mois et partager ces données avec les autres pays, bien sûr, qui ont démarré ces vaccinations, pour avoir un maximum d'informations sur tout signal et vraiment pouvoir adapter et optimiser l'implémentation de ces campagnes de vaccination. Donc, aucun compromis sur le niveau de qualité, de sécurité. Et c'est vraiment, sur l'année 2020, moi je veux saluer un travail de titan effectué par tous les acteurs de la vaccination et les entreprises du médicament pour obtenir ces résultats avec une rapidité inédite. C'est vraiment un exploit. Moi-même, je n'y croyais pas il y a un an qu'on aurait déjà 2 vaccins mis sur le marché, mais avec un niveau et des standards d'éthique et des standards scientifiques vraiment très élevés. Alors, je vais terminer peut-être, et je passerai la parole sur un dernier point. Peut-être une des réalisations et des responsabilités des laboratoires du vaccin sur 2020. Nous avons vu en 2020 des programmes de vaccination de routine complètement chamboulés. Il a été, et d'ailleurs vous avez peut-être vu sur le site de l'ANSM les données EpiPhare qui montrent que les volumes de certaines vaccinations de routine, comme la rougeole, comme les vaccinations antitétaniques, comme les vaccinations HPV, ont fortement baissé sur l'année 2020. La responsabilité des laboratoires de vaccins a été de continuer d'assurer la production et la distribution de toutes les vaccinations de routine, même dans cette période de pandémie. Il est fondamental de ne pas se focaliser uniquement sur la Covid, parce que cela pourrait mener à une résurgence de certaines maladies infectieuses en ce moment couvertes par les programmes de vaccination, en particulier en France. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire. Autre sujet qu'on a abordé dans la première partie et qui est, on le sait, essentiel, c'est celui des ruptures d'approvisionnement. Est-ce que tu peux là aussi nous en dire un petit peu plus sur ce qui est mis en place ? Oui, merci Frédéric. Et plutôt que de parler de rupture, je préfère que l'on évoque comment assurer la continuité d'approvisionnement, parce que c'est un objectif auquel nos entreprises travaillent tous les jours. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que améliorer l'information des acteurs quand il peut manquer des médicaments, c'est et tu l'as rappelé dans ton discours, c'est un des axes de travail essentiels du plan d'action du LEM qui a été présenté en février 2019 et qui a d'ailleurs été repris dans la feuille de route ministérielle sur le sujet des pénuries à l'été 2019. Alors, quand un médicament est en tension chez une entreprise exploitante, il est souvent difficile de savoir réellement si le besoin des patients va être couvert correctement, alors même que des alternatives sont disponibles. Et donc, le LEM, avec le GEM et le LEMI, ont poussé à la création d'un outil, TrackStock, que tu as évoqué, dont le but est d'améliorer le partage d'informations utiles et au bon moment sur la disponibilité des stocks de médicaments en tension. Donc c'est une nouvelle plateforme moderne, automatisée, qui a été développée avec un tiers de confiance et qui est financée par les organisations professionnelles. Et le nom, TrackStock, c'est pour traçabilité, risque, anticipation et consolidation des stocks pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc en fait, cela permet à la fois de centraliser et d'harmoniser dans un format unique toutes les données de stock pour les autorités de santé sur un médicament d'intérêt thérapeutique majeur en tension ainsi que sur ses alternatives. Cela sécurise et cela facilite la transmission de ces données de stock aux autorités de santé. Cela permet à ces mêmes autorités de santé de pouvoir adapter et gérer chaque situation spécifique en s'appuyant avec les laboratoires concernés. Et surtout, cela permet d'avoir de façon plus rapide et plus réactive, et Dieu sait qu'on a besoin de cette rapidité et réactivité, d'avoir des niveaux de stock agrégés inter-laboratoires afin d'identifier toutes les actions prioritaires qui sont à mener pour sécuriser l'approvisionnement pour les patients. Alors, de façon très concrète, cette plateforme, elle a été déployée à la fin de l'année passée, en priorité, bien évidemment, sur les médicaments indispensables de réanimation à l'hôpital dans le cadre de la Covid-19, c'était une priorité,
Et aujourd'hui, avec un retour et un bon retour d'expérience qui a été partagé d'ailleurs avec les autorités de santé, nous allons étendre le dispositif progressivement dans le courant du premier trimestre de cette année. Alors, bien entendu, ce dispositif, il sera activé autant que de besoin par les autorités sur des thématiques particulières ou spécifiques liées à des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Alors en fait, on y voit plusieurs bénéfices pour les différents acteurs. D'une part, pour les professionnels de santé et pour les patients, puisque TrackStock va permettre une approche plus globale de l'approvisionnement du marché par médicament pour l'ensemble des alternatives thérapeutiques, qu'il y ait des génériques ou d'autres dosages équivalents par exemple. Et les autorités vont ainsi pouvoir organiser une information transparente, accessible pour les patients et les professionnels de santé sur la couverture disponible de chaque médicament. Par exemple, stock supérieur à 1 mois ou entre 15 jours et 1 mois en fonction des situations spécifiques auxquelles on peut être confronté. Également des bénéfices pour les entreprises et pour les autorités, puisque on a un formatage de données, une harmonisation de la saisie, et tout ça va permettre un dialogue entre les acteurs industriels et les autorités sur la base d'une même information, et avec vraiment un objectif d'aller plus vite, d'anticiper. Et ceci pour les entreprises, mais aussi pour les autorités, leur permettre de réagir et d'adapter les mesures nécessaires beaucoup plus rapidement aussi. Donc voilà, au travers de cette mise en place de nouvel outil, c'est aussi une illustration de la contribution concrète du secteur qui reste très engagé sur ce sujet de disponibilité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour tous nos patients. Merci beaucoup Claire, je pense que le maître mot c'est celui de l'anticipation. Pardon Nathalie, excuse-moi. Et du coup, Corinne, sur l'autre sujet, c'est celui de l'accès précoce qui a été vraiment au cœur de beaucoup de nos échanges, discussions, constructions cette année. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les choses ont progressé sur cette réforme des ATU? Cher à ton cœur, je le sais. Merci Frédéric. Je vais commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on appelle l'accès précoce? L'accès précoce, c'est un dispositif qui permet de donner accès à des médicaments innovants avant l'autorisation de mise sur le marché pour des patients qui ont une maladie grave, qui ne peuvent pas attendre que le traitement soit différé et qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc on est vraiment dans une situation très précise, bien identifiée par les médecins, pour lesquels vraiment ce médicament peut apporter une solution qui n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps en France. Tu l'as cité, on l'appelait l'ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation, qui a été créée au début des années 90 pour les patients atteints de sida. Et la France a été vraiment pionnière à l'époque pour avoir créé vraiment un tel dispositif avant l'AMM. Et au fil des années, ce dispositif s'est beaucoup enrichi avec l'ATU de cohorte, l'ATU nominative, l'ATU d'extension d'indication, le RTU, mais elle s'est aussi beaucoup complexifiée. Et le dispositif a fini par être illisible. Et ce constat d'ailleurs était partagé à la fois par les industriels et les pouvoirs publics. Et donc l'année dernière, il a été vraiment décidé d'initier une réforme à la demande vraiment de la présidence de la République. Et dans cette réforme, nous avons eu vraiment le plaisir d'être intégrés à une concertation initiée par les pouvoirs publics pour vraiment remettre à plat le dispositif et de mettre en place une réforme qui réponde, comme tu l'as dit, à 2 objectifs: simplifier et donner de la prévisibilité. Pour atteindre un 3e objectif, c'est de rendre ce dispositif beaucoup plus incitatif. Parce qu'au fil des années, il était devenu désincitatif pour les industriels qui prennent nécessairement un risque alors qu'ils sont en train de constituer leur dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Ils prennent un risque à donner accès en dehors des essais cliniques. Donc cette concertation a eu lieu l'année dernière et elle a débouché sur une loi qui a été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et elle prévoit vraiment maintenant seulement 2 voies. C'est très simple. La voie de l'accès précoce, donc on ne parle plus de l'ATU, et la voie de l'accès compassionnel. L'accès précoce, c'est pour les médicaments qui ont
en vue de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché, alors que l'accès compassionnel, c'est pour des médicaments ou des indications de ces médicaments pour lesquels il n'y aura pas de demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc on ne pourra pas revenir à une situation de droit commun. Et pour chacune de ces voies, il y a donc un mécanisme administratif et un mécanisme de régulation financière qui est clair et unique. Alors, la loi a été votée, ça c'était une première étape très positive. Maintenant, 2021 est consacré à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, il a été dit dans la loi qu'elle doit se faire avant le 1er juillet 2021. Il y a beaucoup de décrets et d'arrêtés qui doivent être publiés, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses sur les modalités pratiques qui restent encore à discuter et à établir, puisque par exemple, autrefois la décision revenait à la NSM. Maintenant, c'est la Haute Autorité de Santé qui prend la décision. Quels vont être ces critères d'octroi de l'accès précoce? Il reste à définir. Quels sont les délais, justement, pour instruire les dossiers? On a aussi la question du recueil des données. La loi nous demande de recueillir des données, ce à quoi nous étions très favorables. Maintenant, quels vont être les critères et les demandes spécifiques de la Haute Autorité de Santé? Ça fait partie des choses à définir. Et puis, il y a aussi le sujet du mécanisme de régulation financière qui a été défini dans la loi, mais de manière très globale, et qui maintenant reste dans les détails à préciser. Voilà, donc il y a encore tout un chantier. On a 6 mois pour le résoudre, et bien sûr nous sommes très vigilants là-dessus et nous demandons à continuer à être intégrés dans la concertation. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup Corinne, merci à vous trois. Et je regarde le temps qui passe et du coup je pense qu'on va avoir des questions sur vos 3 interventions. La première question est celle de Julien Cotineau. La première, c'est l'ANSM prévoyait 2400 cas de risque de rupture et de tension sur les médicaments. Vous dites qu'en 2020, il n'y a eu aucune rupture. Alors, d'abord, je vais préciser, avant de céder la parole à Nathalie, mais je vais préciser que quand je dis qu'il n'y a eu aucune rupture, il n'y a pas eu de rupture liée à la crise. Or, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons, pendant cette période-là, fait face à des demandes sans précédent. Le ministre rappelait des demandes de 2000%, des accroissements de 2000% sur certaines molécules, ou de plusieurs centaines de pourcents sur le cisatracurium, midazolam, etc. Donc, on a vu des phénomènes de tension très forte, et là où nous craignions d'avoir des ruptures, nous ne les avons pas eues sur ces produits-là. Mais est-ce que tu veux, Nathalie, est-ce que tu veux compléter ? Alors, compléter peut-être pour dire 2 choses. D'une part, les signalements que nous demandent nos obligations réglementaires et législatives vis-à-vis des autorités de santé nous amènent à signaler des risques de rupture ou des risques sur les tensions d'approvisionnement dès lors que nous sommes confrontés à tel ou tel problème avec un médicament. Mais ces risques, s'ils sont signalés, ne conduisent pas systématiquement à des ruptures, et heureusement, et même dans quasiment un bon 80% des cas, les problèmes se règlent par différentes mesures qui sont discutées avec les autorités. Après, dans des contextes que l'on a pu connaître avec la Covid-19 ou confrontés à des demandes exponentielles et inédites sur certains médicaments, eh bien, il a fallu s'organiser pour justement éviter des pénuries. Et là, c'est la mise en place d'actions qui peuvent être, par exemple, des importations de spécialités similaires, de la coopération entre différents laboratoires ou différents États pour pouvoir mettre à disposition et tenir des niveaux de mise à disposition dans les hôpitaux de médicaments nécessaires. Merci beaucoup. Alors, la question d'après est de Raphaël Moreau de l'APM. Vous avez évoqué la constitution de stock de 4 mois votée dans la LFSS. Le texte d'application n'est toujours pas sorti au JO. Avez-vous des nouvelles? Alors effectivement, j'ai évoqué le fait que les 4 mois donc, avaient été rejetés finalement pour un mécanisme qui est moins contraignant. Aujourd'hui, ce texte, il fait l'objet d'une analyse au niveau européen et donc nous attendons cette réponse sur les prochaines étapes et en particulier sur les 2 mois éventuels et sur quels produits cela s'appliquerait.
Question de Raphaël Moreau, l'APM toujours. Emmanuel Macron a échangé avec plusieurs dirigeants pharmaceutiques lundi, dont les représentants du LEM. Que vous a dit le président? Quel était le ton et les conclusions de cet échange? Alors, j'ai eu l'occasion de participer à cette réunion avec le président de la République. Le ton était très clair. Le président de la République, depuis plusieurs années, s'engage à rencontrer un certain nombre de dirigeants, et en particulier ceux du secteur de la santé. Je pense que le président de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, a très bien compris le caractère stratégique, tant sur un plan économique que sur un plan de santé publique de ce secteur. Il les rencontre donc tous les ans, et c'est avec eux qu'il avait lancé le CSIS. Donc il a souhaité faire un bilan du CSIS, en reconnaissant un certain nombre de progrès importants, le fait qu'il évoquait 80% des mesures du CSIS qui avaient été réalisées, un certain nombre de pas importants qui ont été faits, on vient d'en évoquer un certain nombre, mais également de constater que d'autres sujets sont à notre agenda pour les mois et les années qui viennent, et en particulier la fameuse réforme de l'évaluation que nous attendons. Et deux sujets ont été apportés par les chefs d'entreprise qui étaient là. Le sujet européen de la protection brevetaire, extrêmement sensible, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais également le sujet notamment des incentives sur les incentives industriels et les incentives également en matière de médicaments orphelins, et donc sur lequel il attend une attente très forte à l'égard du président de la République dans la vision de sa prise de responsabilité européenne a été soulevée, et il en a pris absolument note en confirmant l'engagement de la France, en particulier dans le domaine de la protection brevetaire. Question de Rosane Le Saint. Bonjour. Comment expliquer les difficultés d'approvisionnement en matières premières de Pfizer-BioNTech évoquées pour justifier la difficulté à produire davantage? Comment expliquer l'annonce de retard de la livraison en Europe de doses d'AstraZeneca? Quelles sont les solutions pour ne pas réduire la cadence de production des fabricants de vaccins, pour voir l'accélérer? Là, je voudrais peut-être, avant de céder la parole à Claire, je pense que j'ai beaucoup évoqué dans la première partie le caractère réellement exceptionnel de ce que nous vivions. Et cette crise, finalement, elle nous apprend trois choses. La première, elle nous redit qu'un médicament n'est pas un bien comme un autre. Claire a souligné tous les efforts qui doivent être faits pour assurer la qualité. Or, nous voyons qu'il y a ce paradoxe d'une attente très forte et en même temps de gens qui s'inquiètent en se disant mais est-ce qu'on ne va pas trop vite? Donc il faut aller très vite mais pas trop vite. Et donc le médicament n'est pas un bien comme un autre. Le deuxième élément que cette situation nous rappelle, c'est que la recherche porte une part d'incertitude. Certains laboratoires, on a évoqué, Claire a évoqué tout à l'heure le nombre d'essais cliniques qui étaient menés, le nombre d'autorisations qui ont été faites, mais également on voit que d'autres sont encore en cours, et ça montre à quel point la recherche n'est pas un jeu garanti. Il y a une énorme part d'incertitude. Et puis ça rappelle un troisième sujet dont il faut se souvenir, c'est que notre métier est un métier porteur de risques, et nos entreprises sont porteuses de risques. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il faut s'en souvenir. Donc aujourd'hui, on est en train de se dire qu'en un an, il y a un an, nous ne connaissions quasiment rien de ce virus. Il y a un an, nous n'avions aucune idée du fait que ça devienne une pandémie mondiale qui a tué les dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Personne n'en avait la moindre idée. Nous sommes un an après la découverte de ce virus. Et nous avons non seulement fait ce travail de recherche, d'identification du virus, de recherche pour trouver des solutions, de développement pour assurer la qualité, en particulier d'essais cliniques, d'efforts de production. On ne fabrique pas un médicament comme on fabrique du savon. Et donc d'efforts de production pour s'assurer que face à une demande colossale, et on l'a vu, une pression des États énorme pour pouvoir répondre à ça, qu'aujourd'hui nous soyons, comme Claire l'a souligné, un an après, en disposition de pouvoir non seulement avoir un vaccin, mais avoir déjà commencé à vacciner. Donc je pense qu'il est important dans cette crise de faire deux choses. D'abord de prendre du recul, et puis également d'être attentif à ne pas affecter, voire détruire la confiance qui se construit petit à petit. 45% des Français avaient, plus de 55% d'entre eux avaient des doutes sur le vaccin en décembre. On voit qu'aujourd'hui c'est plus de 55%, près de 60%. On voit en particulier la façon dont, nécessité faisant loi, les Français se mettent à avoir confiance. Je pense que collectivement on est responsable de la confiance qu'on crée. Est-ce que Claire, tu veux ajouter un mot? Peut-être juste quelques mots peut-être sur la partie production. Donc on rappelle, les vaccins sont des molécules biologiques.
donc très compliqué à produire. Et j'ai mentionné tout à l'heure les différents tests qualité qu'on a tout au long de la chaîne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'AstraZeneca, de Pfizer ou autre, mais il est important encore de souligner que s'il y a quoi que ce soit en cours de production dont les industriels ne sont pas complètement certains, il y a besoin de plus de tests, même si ça va générer un retard, c'est absolument la bonne décision à prendre pour continuer à garantir la qualité des produits que nous mettons sur le marché. D'accord, donc c'est peut-être l'élément que je voulais... Ok, merci beaucoup. Nathalie, je pense que la prochaine question est pour toi, c'est qui peut avoir, une question de Jérôme Robillard, qui peut avoir accès à la plateforme Trackstock ? Alors, la plateforme Trackstock, elle va être déployée auprès de tous les exploitants, laboratoires industriels qui exploitent des spécialités en France. Et les autorités y auront bien évidemment accès pour pouvoir échanger et se coordonner sur le sujet. Donc, globalement, l'ensemble des acteurs concernés va Mmh. pouvoir y avoir accès. Et du coup, la question d'après est également pour toi, puisqu'elle concerne les implications de Trackstock pour les pharmaciens d'officine. Alors, comme je l'ai évoqué, les autorités, au travers des informations qui vont être mises à leur disposition sur le sujet, ça va leur permettre d'organiser une information transparente et concertée avec les acteurs que sont les professionnels de santé, donc les médecins, les pharmaciens, et ça viendra en support complémentaire d'autres outils qui existent déjà, comme le DP Rupture par exemple, pour communiquer auprès des officinaux sur les situations sur les médicaments. Merci. Alors une question ensuite de Madame Lemuel concernant l'annonce par Sanofi de la production de vaccins Pfizer. Est-ce qu'on peut envisager d'autres opérations similaires par d'autres laboratoires? Quels sont les aspects techniques à prendre en compte? Alors d'abord, là, on parle en tant que LEM et c'est aux entreprises concernées qu'il faut s'adresser pour savoir ce sur quoi elles travaillent aujourd'hui et ça leur appartient de répondre à cette question. Maintenant, quelles sont les conditions auxquelles les aspects techniques à prendre en compte? Les aspects techniques, je pense qu'on les a abordés, Claire en a parlé, c'est-à-dire il faut d'abord, avoir des capacités, et puis deux, avoir un savoir-faire qui soit reconnu. Or, ce n'est pas le lieu de production du vaccin qui est important, c'est la façon dont on va s'assurer qu'il répond aux normes, et en particulier aux normes européennes, quel que soit le vaccin et quel que soit son lieu de production. Peut-être deux petites choses à rajouter. En temps normal, de changer une ligne de production de vaccins pour changer le vaccin dedans, mais sur la même technologie, ça peut prendre plusieurs années. Parce que bien sûr, c'est dans un milieu stérile, il y a énormément d'étapes techniques. On ne change pas un bouton pour passer d'un vaccin à un autre. Là, on parle en plus d'une multitude de technologies, donc il y a une vraie complexité technique. Et donc, je voulais un petit peu souligner ça. C'est très compliqué, toutes ces étapes de production de vaccins au niveau technologique. L'autre élément que je voulais aussi souligner, c'était, donc j'ai beaucoup parlé de la collaboration dans la recherche. L'exemple de l'annonce de Sanofi hier montre que toute l'industrie du vaccin est vraiment prête à travailler de façon totalement différente d'une situation normale et de collaborer pour pouvoir trouver des solutions à chacune des étapes de la crise. Alors, je ne sais pas si certains laboratoires feront d'autres annonces ou pas, mais en tout cas, ça montre à nouveau cette volonté de travailler tous ensemble pour trouver des solutions à cette crise sanitaire. Merci. Pensez-vous que l'image de l'industrie pharma et de ses acteurs sortira grandie de cette crise? Ou est-ce que les récentes polémiques sur les livraisons et l'absence de vaccins français risquent de ruiner les avances enregistrées depuis le début de l'année? Ruiner, je trouve que les termes sont forts quand même. Je trouve qu'il faut quand même revenir à ce que ces entreprises ont fait pendant ce temps-là. Je reviens sur ce que j'ai évoqué. En un an, nous avons identifié, cherché, trouvé un vaccin, produit ce vaccin et avoir commencé à le rendre disponible, avoir commencé à faire en sorte que la vaccination puisse commencer, et pas pour les Français, pas pour les Européens, pour la population mondiale. C'est-à-dire, on parle potentiellement de 6 milliards de personnes. Alors oui, j'espère que les entreprises du médicament sortiront grandies de cette période-là, et j'espère qu'on saura à un moment reconnaître la façon dont elles se sont mobilisées. J'espère que leur réputation en sortira grandie. Vous avez noté d'ailleurs qu'un certain nombre de laboratoires se sont engagés très tôt sur le fait de rendre ce traitement dans la phase de pandémie disponible à prix coûtant. Donc les entreprises se sont véritablement mobilisées pendant cette période-là. Et donc non, je ne crois pas vraiment qu'on soit ruiné, en tout cas j'espère pas, parce que la mobilisation est inédite.
Avez-vous une date plus précise à donner sur la signature de l'accord cadre? Pouvez-vous préciser les arbitrages retenus, le soutien à l'export, les stocks d'avoir sur remise, les prises en compte des investissements industriels? Alors, d'abord, je fais une précision, puis je vais céder la parole à Philippe, qui pourra vous en dire plus sur l'accord cadre. Maintenant, le point est important, puisque nous sommes dans la phase d'arbitrage. Nous avons terminé la phase de négociation de l'accord cadre, et nous sommes maintenant dans la phase d'arbitrage. Comme c'était prévu, à l'issue de cette négociation, un certain nombre de points sont remontés et font l'objet d'un arbitrage avec les pouvoirs publics sur des points sur lesquels nous nous sommes attendus. Est-ce que Philippe, tu veux en dire plus? Il y a rien simplement, je dis ça pour dire qu'il n'y a rien d'inattendu dans cette prorogation qui est un phénomène technique. On peut le comprendre également dans le contexte dans lequel nous sommes. Absolument. Donc l'accord cadre a été prorogé jusqu'au 28 février, vous le savez. L'objectif reste véritablement de tenir cette échéance. Il a été prorogé parce qu'effectivement un certain nombre de points, dont ceux qui sont cités, sont actuellement à l'arbitrage. Les arbitrages ne sont pas rendus. Donc à l'heure où nous parlons, je ne peux pas en dire plus à ce stade. L'objectif reste évidemment de signer avant la fin du mois de février la prorogation, enfin un nouvel accord cadre. Merci beaucoup Philippe. Est-ce que toutes les procédures d'accélération qui ont permis des mises sur le marché accélérées des vaccins pourront être maintenues dans le futur, à la fois au plan industriel et du côté des autorités de santé? Écoutez, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est évidemment tout le mal qu'on se souhaite, parce que si j'ai souligné les efforts qui ont été réalisés dans les entreprises pour accélérer tout ce qui pouvait l'être, et Claire en a donné plusieurs exemples, je dois également souligner ce qu'un certain nombre d'administrations ont pu faire également pour se mobiliser, accélérer les délais et faire en sorte que les traitements puissent être rendus disponibles dans les meilleures conditions, que les essais cliniques puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. C'est aussi la raison pour laquelle la France était la deuxième dans les essais cliniques, comme on l'a évoqué. Donc oui, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage et qu'on va, j'espère, garder et peut-être même accélérer encore ce qui font partie des acquis de cette crise. Bonjour, les PUI des hôpitaux peuvent-ils avoir accès direct à Trackstock? Est-ce que les pharmacies... Excusez-moi. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Les PUI en fait auront un accès à l'information qui sera, organisée sur le sujet par les autorités de santé pour leur donner des informations. Mais il n'est pas prévu d'accès direct pour les PUI. Alors, il y a une question de Philippe Leduc après. Comment expliquez-vous les difficultés de la France concernant les vaccins Covid? Alors je ne sais pas de quelles difficultés on parle, il s'agit des entreprises françaises ou pas. Il faut savoir que le développement d'un produit, d'un traitement tel que le vaccin, ce sont plusieurs étapes. C'est de la recherche, du développement, de la fabrication et de la mise à disposition et du bon usage et du suivi. Claire a beaucoup insisté également sur le suivi exceptionnel qui était mis en place après. La France n'a pas failli dans ce domaine-là. On l'a évoqué, on était extrêmement impliqué dans le domaine de la recherche clinique et sur l'ensemble des essais qui ont été conduits. Aujourd'hui, un certain nombre de sites de production français fabriquent pour des tiers et sur l'ensemble du territoire. On a appris Sanofi hier, mais d'autres le font déjà. Je pense notamment pour GSK, je pense notamment à Delpharm, je pense notamment à un certain nombre de sites qui vont fabriquer, et peut-être Sanofi également en France. Donc les Français n'ont pas failli. Maintenant, comme je le disais, ce qu'on observe pour l'instant, c'est les questions de recherche. Or, la recherche n'est pas, on l'observe aujourd'hui, les questions de recherche ne sont pas, portent leur part d'incertitude. C'est exactement ce que nous observons. Maintenant, c'est également les raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure pour dire qu'il est nécessaire de renforcer les points sur lesquels nous avons perdu du terrain, je pense notamment en matière de recherche clinique, sur lequel nous sommes passés au 4e rang européen, je l'ai dit tout à l'heure, mais également en matière de production, sur lequel là aussi nous sommes passés au 4e rang européen, et puis également sur la façon dont nous savons favoriser des échanges, recherche publique, recherche privée, biotech, big pharma, etc., etc. On regarde ce que fait Astra, notamment avec l'université d'Oxford, on regarde ce que peut faire Pfizer avec BioNTech. Donc tous ces partenariats, et notamment les partenariats publics-privés, grands et petites entreprises, doivent être favorisés, et nous savons que nous avons un peu de chemin à faire. Souhaitez-vous que le lieu de production des médicaments soit pris en compte dans le travail du CEPS au moment de fixer le prix des médicaments? Alors ça, c'est un sujet extrêmement sensible, puisque la question qui est dans l'accord cadre aujourd'hui
et de savoir comment est-ce que les investissements en général, et pas uniquement les investissements industriels, peuvent être intégrés, pas forcément dans le prix, parce que là, ça pourrait être des conditions qui soient discriminatoires, mais dans l'ensemble de la façon dont un produit est accueilli. Et la façon dont il peut être rendu disponible. Donc c'est une des dispositions de l'accord cadre sur lequel nous avons travaillé, qui est en fait, et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, qui est en fait la reconnaissance des investissements dans le pays. Il n'y a plus de questions. Ça, c'est pas une question alors. Et donc nous sommes juste dans les temps. Pour ceux qui sont encore en ligne, je vous remercie beaucoup. Je veux vraiment remercier celles et ceux qui se sont joints à moi aujourd'hui pour cette conférence de presse. J'espère qu'on a répondu du mieux possible à vos questions et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.